Hello les amis, alors ce podcast, cet épisode, il est maudit sur le papier, mais on va faire en sorte que ça se passe bien parce qu'on a eu plein de problèmes. Et jusqu'à il y a encore quelques secondes, mon micro ne fonctionnait pas. Ensuite, c'était ma connexion internet qui déconnait. Voilà. Et ensuite, bon, Yacine a eu des petits problèmes, des petits pépins où voilà, il pouvait pas faire un podcast filmé. Et puis Nico ce matin s'est tracassé pour savoir quelle couleur il allait mettre de t-shirt parce que Nico c'est un habitué du podcast, c'est un sociétaire, il est tout le temps là. Maintenant, ça y est. Comment ça va les gars? Super, merci de nous inviter. Ouais, ça fait trop plaisir d'être là. Toi, t'enchaînes les podcasts en ce moment, Yacine, là. Aujourd'hui, c'est journée podcast, ouais. Tu cadences ça un jour dans la semaine en particulier ou c'est Ouais, le hasard? En fait, j'aime bien le vendredi. J'aime bien en fin de semaine, je suis moins stressé et tout, et c'est cool. Je discutais avec Caroline Mignot l'autre jour et elle fait un truc le vendredi. Elle fait un truc qui s'appelle le Giving Friday. Et je trouve ça vachement bien. C'est qu'en gros, elle a sa semaine qui est ultra condensée. Et le vendredi, comme ça lui arrive de partir, elle est à Paris ou non, je crois qu'elle est même plus à Paris, je sais même plus où elle est. Mais elle part en week-end et tout, donc c'est un jour un jour de buffer. Et elle est vachement sollicitée parce qu'elle a une grosse audience. D'ailleurs, si vous voulez les gens qui nous écoutent, si vous voulez consulter son travail, c'est Marketing Square, c'est un super boulot sur le marketing. Et donc du coup, le vendredi, c'est le jour où elle accepte des podcasts, des invitations, même chez des petits créateurs et tout. Et je trouve que c'est bien de le cadencer comme ça fait une sorte de buffer dans la semaine et ça pète pas toute la productivité quoi. Donc petite leçon que je trouvais intéressante. Toi, Nico, t'es dans un tunnel en ce moment de création de refonte de formation? Ouais, exactement. Ouais. On passe on va vers la troisième version de la formation WordPress. Et du coup, je reprends tout, c'est condenser tout ce qu'on a appris ces 10 dernières années. Parce que la première version, c'était en 2016. Donc là, on va quasiment fêter les 10 ans. Et ouais, tout changer au niveau de la pédagogie. Le monde a changé, les outils ont changé, les attentes ont changé, l'IA déboule. Et donc, en gros, si on doit se former à WordPress en 2025, 2026 et au-delà, c'est quoi les partis pris? C'est quoi les raccourcis? C'est quoi les trucs qui avaient l'air importants il y a 5 ans qui sont devenus futiles? Allez, on fait le tri de tout ça, on recommence à zéro et c'est un exercice que j'aime beaucoup. Ok, bah trop bien. Et du coup, tu bacs sur aussi les succès clients, ceux qui arrivent tu factorises le truc avec les trucs qui fonctionnent en fait surtout, j'ai l'impression. Ouais, et en même temps, on remet en cause tellement de choses que des fois on peut se dire, bah tiens, tout ce qu'on a appris et tous les succès qu'on a pu avoir par le passé, ça compte plus. On a trouvé une meilleure méthodologie encore et en fait, on va même tarde de voir dans quelques mois les nouveaux retours qui seront normalement drastiquement différents de ce qu'on avait jusqu'à présent. Trop cool. Toi, Yacine, ton actu, c'est quoi en ce moment? Peut-être que tu peux contextualiser un peu ce que tu fais parce que les gens te connaissent. Beaucoup de personnes, quand je parle de toi, te connaissent, mais peut-être que là, les gens du podcast ne savent pas, donc on va au moins faire le nécessaire de te présenter. Je suis dans la formation aussi, donc nous, on accompagne des personnes en reconversion professionnelle à apprendre le métier de community manager et à lancer leur activité en freelance. Et nous aussi, grosse actu refonte, c'est marrant, mais je me rejoins un peu dans ce que dit Nicolas. Et j'adore en fait quand on refait la formation d'attendre les retours des nouveaux élèves qui vont découvrir l'expérience qu'on leur a concoctée et tout. Et j'aime trop. Et là, on a eu du coup des retours récemment sur ce qu'on a mis en place. Et c'est trop encourageant. Donc trop bien. Ouais, trop bien. Dans tous les cas, moi je sais pas vous, mais à chaque fois que je refais une formation, en fait j'en enlève. Si tu regardes mon nombre d'heures, j'en enlève, mais grave. Première version de l'incubateur, c'était quelque chose comme 70 heures de cours, plus après des masterclass et des trucs. Là, maintenant, l'Iron Strat, c'est 5 heures, mais 5 heures avec ultra applicable et surtout beaucoup d'accompagnement à côté. Donc, c'est incroyable le gap, quoi. C'est clair. Parce qu'en fait, on a tendance à rajouter des choses. Et en fait, nous, toute l'année, on complète parce qu'il y a tout le temps des nouveautés. Sur tous les réseaux sociaux, ça évolue super vite. Donc on rajoute tout le temps du contenu, mais il y a une fois par an où on repense le parcours de zéro et là du coup on enlève des choses et on resimplifie. Et c'est vrai que c'est pas évident comme démarche parce qu'on a envie de transmettre plein de choses, mais des fois c'est contre-productif d'un point de vue pédagogique. Ouais, mais en fait quand on regarde, on vend des formations où, moi je viens un peu du même monde que Nico, donc vraiment développeur web au départ et tout, donc WordPress et compagnie. C'est vrai que si on regarde le truc, il y a beaucoup d'open source, il y a beaucoup de tutos, etc. sur cet écosystème du dev ou de l'intégration web. Mais en fait, c'est pas ça que les gens viennent nous acheter. Sinon, ils iraient sur YouTube, ils prendraient des bouquins comme nous, on a appris le PHP, et puis voilà. Ce qu'ils viennent, c'est une méthode efficace pour permettre de cartonner, quoi. Et ça, très souvent, c'est en dépolluant le truc, quoi. Et on a un peu cette démarche presque universitaire à vouloir dire des trucs encyclopédiques, quoi. Alors qu'en fait, ce que les gens ils achètent, c'est la méthode pour cartonner, quoi, pour éviter justement de tout se taper à la main, quoi. Ok, très cool. Alors aujourd'hui le sujet, moi j'adore ce sujet parce qu'en fait, je vais faire le gros boomer, mais je suis ultra nostalgique de ma période de freelance. J'ai adoré cette phase-là de l'entrepreneuriat, peut-être parce que c'était la première, je démarrais par ça, mais aujourd'hui on a décidé de parler du freelance, de la réalité du freelancing aujourd'hui en 2025.
mais je suis ultra nostalgique. Donc moi, je vais faire un peu le vieux, le vieux mec émotionnel, les gars. Et vous allez m'amener un petit peu de réalisme sur la réalité du freelance. Ça vous va? Donc, allez. Non, moi je vais te rejoindre côté nostalgique aussi. Il va falloir que j'arrive à trouver ma place dans tout ça parce que sur certains aspects, je suis d'accord avec toi. Je pense que il y avait une belle période il y a 10 ans. Là, aujourd'hui, là, c'est quoi là, pour toi, Nico, les grosses différences entre le métier de freelance il y a 10 ans quand on faisait des sites web, si en prenant juste ça, versus maintenant? C'est intéressant parce que j'ai fait exactement ce même travail-là quand j'ai conçu la formation freelance. Comment apprendre à quelqu'un qui part de zéro à trouver des clients et tout ça. Et je me suis dit, challenge, j'ai pas le droit d'utiliser ce qui, moi, a généré ma réussite à l'époque, parce que ce qui marchait il y a 10 ans, ça marche plus aujourd'hui. Par exemple, il y a 10 ans, tu cherchais un freelance WordPress, j'étais dans le top 5 national. Il y avait pas grand monde, en fait. C'était limite facile. Alors, facile. Il fallait savoir faire un petit peu de SEO et j'ai pas trop triché, je pense, à l'époque pour en arriver là. Mais du coup, je me suis dit, le SEO, en fait, aujourd'hui, il y a trop d'acteurs, il y a trop de monde, c'est trop bouché. Donc, pour se faire une place, ça a beaucoup trop de temps, c'est pas intéressant. Et après, aussi, autre chose qui a beaucoup aidé de mon côté, c'était le réseau initial pour trouver les premiers contrats. Impossible à répliquer par d'autres personnes, parce que chacun a son réseau et c'est ultra inégal. Et après, un facteur chance de malade qui fait que parce que j'étais en contact avec quelqu'un, il m'a envoyé tant de personnes et dans ces tant de personnes, il y en a une qui est devenue un énorme client pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Pareil, non réplicable. Du coup, je me dis, aujourd'hui, on peut avoir ce facteur chance. Pareil, on peut avoir certains contacts, certaines relations, des choses comme ça. Mais pour percer, pour se faire une place, il faut beaucoup plus faire des coudes parce qu'il y a déjà beaucoup plus d'acteurs qui se sont lancés depuis il y a 10 ans. Et donc maintenant, mais c'est quelque part le plus malin qui l'emporte, c'est celui qui va réussir à faire ce que les autres ne font pas, notamment du côté commercial. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que il y a 10 ans, je pense qu'on pouvait être un technicien, un bon freelance et un technicien, ça allait. Aujourd'hui, si t'es pas en plus suffisamment commercial, tu te fais bouffer et en tout cas, t'as pas de travail, hein, clairement. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et le fait d'avoir un portfolio ultra sharp, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le mastermind, le sharp. Mais d'être ultra précis sur, je vois vraiment la différence. Moi, quand j'ai démarré le freelancing, je suis tombé un accélérateur de réseau comme toi, donc Monsieur Tunévin, c'est lui d'ailleurs qui m'a fait monter ma boîte, négociant en vin, et en fait il m'a coopté auprès de tous ses potes. Ça, c'est génial. Mais genre mes 15 premiers sites, je les ai fait rien qu'avec lui. Du coup, tu démarres avec un portfolio de 15 sites dans le vin, dans une région géographique qui est ultra enclavée. C'est la région bordelaise où en fait c'est un microcosme et tout. Et donc forcément une sorte d'intérêt composé de cette mise de cette mise en réseau que j'ai eu grâce à lui. C'était juste dingue. C'est vrai que maintenant il faut beaucoup plus jouer des coudes, quoi. Parfois, il suffit d'un contact et ça peut complètement changer ta vie, en fait. Ouais. De ouf. Mais c'est un peu dans tous les métiers. Moi, je suis sûr que là, le mastermind, ça cartonne et tout. Mais au départ, le tout premier qui m'a présenté plein de monde, c'était Alex Cormon, d'ailleurs, qui nous a présenté Nico. Et c'est le gros client dont je parlais. Hein. Ah ben voilà, c'était lui. Alex. Tu vois, voilà. Le grand client, le grand client. Et en fait, Alex, il m'a présenté la moitié du web francophone. Et ensuite, après, j'ai eu Enzo aussi, avec qui j'étais bien pote, Enzo Honoré, etc. Et en fait, il y a vraiment des accélérateurs de réseau comme ça. Et Gab, par exemple, il était dans le podcast qu'on a fait ensemble, Nico. À l'inverse, quand il a rejoint chez nous, quand il est venu, quand il est dans ma boîte pour être le CTO, on l'a coopté avec plein de monde. Et aujourd'hui, il a une super boîte parce qu'on l'a coopté et puis il a su transformer, bien évidemment, l'essai. Mais c'est encore possible d'avoir des accélérateurs de réseau. Moi, je pense que le mastermind, c'est une bonne solution pour faire un petit peu ma pub. Mais il faut donner envie aux gens de t'ouvrir leur réseau aussi. Donc, il y a un facteur chance, mais ces personnes-là, elle vous a recommandé, elle vous a ouvert le portefeuille parce que elle avait envie de vous aider, en fait. Parce qu'ils ont senti sûrement un potentiel au départ, quoi. Et au-delà de ça, il faut aussi savoir demander. Truc tout bête, hein, mais le nombre de personnes qui n'osent pas demander une mise en relation ou ci ou ça fait que ces personnes se sabotent elles-mêmes. Donc, il faut le mériter. Mais parce qu'on est bon et parce qu'on donne envie, et aussi parce qu'on va le demander clairement et de façon frontale, avec les formes. Mais si on le demande pas, on l'a pas. Pas de bras, pas de chocolat, quoi. Ouais, 100% d'accord. C'est le nom de l'épisode de podcast, voilà. Ok, pas de problème. C'est bon. Trop cool. Respectivement, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, la répartition entre la compétence technique dans vos métiers, donc devenir CM ou devenir un chef de WordPress, entre la partie technique, la partie commerciale, la répartition comme ça, ce serait quoi, Yacine, pour toi? Franchement, sur la partie technique, je trouve que aujourd'hui, peut-être ça va choquer un peu ce que je veux dire, mais je trouve que le niveau est super bas sur le marché dans la plupart des métiers. Alors moi, c'est surtout dans le marketing, mais quand je vois le niveau moyen d'un copywriter sur le marché, le niveau moyen d'un community manager, le niveau moyen d'un développeur,
honnêtement, si tu prends la moyenne, c'est quand même assez bas. Du coup, j'ai l'impression que c'est pas si difficile de sortir du lot parce qu'il n'y a pas besoin d'être excellent. Faut juste être rigoureux, Ouais. savoir communiquer. On n'est pas obligé de tout maîtriser, mais juste voilà, être organisé, savoir bien s'organiser dans sa mission. Et déjà, rien que ça, c'est devenu hyper rare en fait. Donc, je trouve que finalement, déjà, on peut se démarquer par rapport à ça. Et après, tu vois, c'est marrant, Nico, tu disais, ouais, le commercial, il y a 10 ans, et c'était peut-être moins utile. Moi, moi, j'étais salarié hyper longtemps, donc je me suis lancé tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, je confirme que, en fait, il y a un avantage, un inconvénient là-dedans. L'inconvénient, c'est que du coup, c'est une grosse sortie de zone de confort pour beaucoup de freelances qui sont à la base des techniciens et forcément contacter des gens que tu connais pas, aller présenter tes services, traiter des objections. Enfin, ça, c'est un truc. Il y en a même, je pense, ils ont même pas idée va falloir qu'ils apprennent à faire tout ça. Mais l'avantage de ça, c'est ça rend le truc scientifique aussi. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, tu vois, la création de contenu, il y a rien qui te garantit, tu vois, demain je poste une vidéo, je poste un réel, il va rien se passer certainement, tu vois, je sais pas, ça va pas me décrocher plein de rendez-vous. Par contre, la prospection, je sais que si je contacte X personnes, je vais avoir X appels découvertes et je vais avoir un certain taux de conversion. Donc oui, c'est dur d'oser sortir de sa zone de confort et d'aller prospecter, mais ceux qui oseront le faire auront des résultats finalement. Donc faut juste passer à l'action. Et c'est pas facile, mais en soi, tout le monde peut le faire. Il y a rien de compliqué dans les tâches à accomplir. Je pense en plus si on a des affinités plutôt avec la technique et que du coup on se rend pas compte de la difficulté que ça va être de développer le chiffre d'affaires, donc de trouver des clients, de prospecter. Ce qui est intéressant, c'est de dire ok, sur la technique, je suis un peu dans ma zone de confort, donc je vais innover, je vais faire des formats un peu particuliers, je vais faire des sites un petit peu différents, je vais me spécifier, etc. Je vais un peu faire ma sauce. Mais quand je suis pas à l'aise avec la prospection, avec la communication, on prend une méthode et on l'applique sans réfléchir. Et parce que dans tous les cas, on n'a pas les compétences pour juger si la méthode est bonne ou pas. Donc on essaie de voir par des témoignages et des trucs comme ça si ça fonctionne. On discute avec les copains. Et là-dessus, je pense qu'il vaut mieux avoir un plan moyen bien exécuté que plutôt être en freestyle. Donc la constance, moi je pense que c'est un truc de dingue. Je te rejoins carrément là-dessus. On a le cas, nous, parce que du coup, on a fini la formation freelance il y a pas longtemps, on a fait toute une méthode de prospection. Les seules personnes qui ont des résultats, c'est les personnes qui vont au bout de la démarche. Et toutes les personnes qui se disent « Ah non, moi je trouve ça poussif de décrocher le téléphone ou d'aller voir des clients en présentiel », bizarrement, ces personnes-là n'ont pas de résultats. Et toutes les autres en ont. Ça se joue à pas grand-chose. Des fois, c'est 1 heure ou une matinée d'une vie qui peut changer totalement et drastiquement le parcours d'un freelance, parce qu'en fait, il va prendre son courage à deux mains, il va suer comme jamais. Ça va être une matinée de sortie de confort, comme il a jamais connu peut-être, sauf que de là, il va ressortir grandi, il verra qu'il n'est pas mort, d'ailleurs, il s'est pas fait insulter, il s'est pas fait manger, et il a trouvé la méthode pour générer des rendez-vous derrière. C'est génial. Il va être fier de lui en plus. Mais ouais. Et puis ça concrétise, ça rend vrai son projet. Parce que le faire dans sa chambre, on peut vite changer de plan. J'aime bien savoir combien de startups on se sont arrêtées le même jour qu'elles ont commencé, tu vois. Et c'est le truc, quand t'en parles, donc tu prospectes, tu discutes, bon déjà tu t'améliores, etc. Et ça a vraiment un impact sur le développement du projet, mais surtout ça le rend vrai. Et tu changes d'étiquette aussi, tu te colles l'étiquette du mec qui fait et pas du mec qui rêve. Et ça, je pense que le mec ou la nana, vous avez compris. Mais je pense que ça c'est ultra important. Tu brûles un peu tes bateaux, quoi, comme disait l'autre, quoi. Donc ouais, clairement. Est-ce que vous identifiez parmi votre clientèle les erreurs les plus communes, ce qui empêche vraiment le succès? Yacine, toi, t'as une idée du 20-80 des erreurs? En vrai, c'est beaucoup du mindset. C'est beaucoup du mindset et c'est beaucoup le perfectionnisme, je pense. C'est que, en fait, je pense qu'il y a un peu une vision fantasmée de l'entrepreneuriat où en fait, on va se lancer et voilà, on va faire 5 rendez-vous, 5 ventes. Toutes les missions qu'on va faire, les clients vont toujours être contents. Il va jamais y avoir de problème et tout. Et du coup, en fait, dès qu'il y a, en fait, la peur de l'échec fait que les gens veulent pas se lancer. Et en fait, quand tu vas faire 2 heures de prospection, il y a des gens qui vont pas te répondre, il y a des gens qui vont pas être intéressés, il y en a qui vont te dire que c'est pas le bon moment, il y en a peut-être un qui va te raccrocher au nez une fois de temps en temps. Et c'est normal. C'est tout le monde passe par là. Donc si t'attends que toutes les étoiles soient alignées, et tout, en fait, que les gens passent pas à l'action. Et je pense qu'il y a un deuxième truc, c'est qu'il y a eu la mode à un moment donné. Enfin, c'est toujours de la création de contenu. Et il y a un peu des coachs qui ont joué là-dessus parce que la prospection, c'est Ouais, c'est chiant. la bête noire de tout le monde. Enfin, voilà, personne n'a envie de faire ça. Et du coup, il y a eu plein de promesses qui, voilà, trouvent des clients sans prospecter, grâce à la création de contenu, tu vas trouver des clients, etc.
Sauf qu'en fait, pour moi, tu vois, poster du contenu et attendre... Et pourtant, je forme des CM, tu vois, donc je suis encore plus objectif là-dedans. Et la création de contenu, c'est une stratégie de moyen long terme. C'est-à-dire, peut-être qu'en tant que freelance, dans 6 mois, dans 1 an, tu vas avoir des demandes entrantes parce que ton contenu, il a percé, t'as créé une communauté, etc. Mais en fait, tu peux avoir des clients la semaine prochaine, sans attendre d'avoir tout ça, juste en sortant de ta zone de confort. Et du coup, je pense que moi, des fois, je vois des clients qui me disent non, mais en fait, si ça prend 6 mois, c'est normal. C'est le temps normal que ça prend d'avoir des clients et tout. Alors que, on sait très bien que là, cet après-midi, on se fait un challenge et je suis sûr qu'on prend notre téléphone et on a des clients à la fin de la journée, quoi. C'est pour ça que j'adore le service, moi. J'adore. Le service, le jour où tu as besoin de bouffer, tu tapes aux portes, tu trouves Voilà. le taf. C'est du bon sens paysan, tu vois. Quand t'es un énorme angoissé comme moi, tu dis, tu vas taper aux portes, tu dis, moi, je sais faire tout, n'importe, je sais pas, je tond la pelouse, je garde les enfants, je fais des sites web, et je fais des réels, tu vois. Ça fonctionne, tu peux bouffer. Et donc ça, c'est quand même plutôt cool, quoi. Mais du coup, il y a un truc aussi que moi, je remarque, je sais pas si tu vois, mais il y a beaucoup de gens qui arrêtent de prospecter, qui arrêtent d'avoir cette hygiène et qui attendent parce qu'ils sont en train de produire. Donc du coup, ils font une sorte de stop, de start and stop, un peu comme en voiture là, tu vois. Je produis, Ça, c'est gros savoir aussi, ouais. j'ai plus de boulot, je prospecte, je produis, et du coup en fait ça fait des temps de, ils voient plus leur business comme un stock que comme un flux. Des clients, ils me disent, ouais, mais du coup, ça sert à quoi de prospecter? Parce que de toute façon, je suis full, j'ai pas le temps de prendre des autres clients. Mais c'est aussi comme ça que tu augmentes tes prix, en fait. Mettons que tu peux prendre 3 clients, t'as 3 clients à 2000 euros. En fait, t'as rien à perdre, donc t'as qu'à proposer 2005 ou 3000. Et en fait, si ça passe pas, t'as rien perdu, t'es toujours au même stade. Et si ça passe, t'arrêtes un client et t'as augmenté tes tarifs. Et le truc qui se passe aussi, c'est que tu sais, c'est comme en séduction. Quand t'as pas besoin, tu vends mieux, en fait. Donc, du coup, il vaut mieux, c'est le moment où t'es full et que t'as pas besoin de clients, c'est là où tu vas faire les meilleurs coups. Donc, il faut jamais s'arrêter de prospecter, en fait. C'est clair. Et le côté aussi, pas comprendre que le business réagit en système. C'est-à-dire, tu le disais tout à l'heure, la production de contenu, parce que en fait, si on écoute les formateurs business, ils vont dire, ok, non, mais en fait, non, mais il y a une méthode sans prospection, sans machin, sans truc. De toute façon, c'est l'idée de la proposition de valeur d'Hormozy. C'est atteindre ça sans faire ça. Ton rêve moins la friction égale ce que je suis en train de te locher, quoi. Mais bon. Et donc il y a ce truc là, mais en fait il faut comprendre que tout réagit en système. Quand on produit du contenu, derrière il faut aller l'activer ce contenu. Quand on fait de la prospection, à côté de ça, il faut aussi avoir une sorte de CV, il faut pouvoir revendiquer une expérience, il faut pouvoir revendiquer un savoir-faire, il faut un positionnement, etc. Donc le contenu sert aussi d'activation, mais également, et ça pour la prospection, pour l'ensemble du truc. Donc de comprendre aussi que tout réagit en système, c'est aussi déjà un énorme pas vers la réussite, hein, j'ai l'impression. Nico, dans ton domaine, tu identifies des erreurs, vraiment les erreurs les plus répandues? Tout ce qui va être la procrastination positive, hein, c'est en gros, je suis pas assez compétent, les autres ils sont meilleurs que moi, et les autres ils produisent du contenu, je dois le faire aussi, donc je vais retomber sur ce que disait Yacine. Mais ouais, le truc de se dire que je suis jamais suffisamment bon, je suis jamais suffisamment technique, je suis jamais suffisamment avancé, les autres sont meilleurs que moi, donc moi j'ai pas la légitimité. Tout ça c'est du sabotage à mort. Et en fait, il se pose pas la bonne question. C'est au contraire, quand j'ai tel niveau de compétence, c'est comment est-ce que je trouve les clients pour qui ce niveau de compétence suffit. Plutôt que, c'est pas une course infinie à celui qui aura le plus de compétences. Non, c'est une adéquation entre l'offre et la demande. C'est dans le marché, ce que je sais proposer si j'ai tel niveau, c'est pour qui, quelle taille d'entreprise, ça vaut combien, ça me va ou pas. Et on avance comme ça. Plutôt que de se dire qu'il faut encore se former, encore et encore. Parce que des procrastinateurs qui sont derrière leur ordinateur et qui du coup ne trouvent pas de clients, ont plus d'allocation chômage et doivent retourner au salariat, il y en a plein, il y en a beaucoup. Et il y a un truc aussi, c'est quand c'est des choses techniques, on apprend aussi à les faire le jour où on a le dossier, on va pas se mentir. Enfin, moi, j'ai appris à coder le jour où j'avais besoin de coder un truc, hein. Parce que j'arrivais pas à faire un truc, j'avais pas de logiciel qui me permettait de faire ce que je voulais. J'ai appris à coder comme ça. Donc... Ça, je pense que c'est des types de personnalités, Gérard. Moi, je suis un peu comme toi aussi, mais pour... Vas-y, développe. La majorité n'est pas comme ça. C'est vrai. Je pense que, ouais, mais c'est une bonne chose. Enfin, je pense que vaut mieux être câblé comme ça de base. Et la preuve, c'est que t'avances plus vite, hein, clairement. Je pense que ça joue sur la confiance, par contre. Si tu sais que t'es backé par des compétences au moment où tu dois aller parler à des clients, c'est vrai que c'est quand même plus intéressant. Mais là-dessus, moi, j'ai jamais eu de problème à dire, je sais pas, mais je vais apprendre, par contre. Ça va être la super occasion. C'est un truc un peu tricky pour moi, mais par contre, je vais chercher et puis, je pense que si on communique dessus, il y a pas de sujet, quoi. C'est ce que eux appellent le syndrome de l'imposteur, qui est en fait une profonde illégitimité en se disant, mais tiens, moi je me suis reconverti avec une formation courte en 2-3 mois,
Pourquoi est-ce que je mérite ma place alors qu'il y en a qui sont là depuis des années? Et ils ont peur d'être démasqués. C'est ça, ils ont peur que lors d'un rendez-vous de prospection, lors d'un appel découverte, on leur pose une colle et que d'un coup, ils se décomposent. En fait, c'est ça une de leurs plus grandes craintes, c'est de paraître juste guignol, amateur. Et c'est pour ça qu'ils veulent baquer. Et en fait, c'est là où c'est super intéressant parce que baquer par des compétences, alors qu'il vaudrait mieux être baqué par la capacité à trouver les solutions just in time, au dernier moment, limite. Et c'est là où il y a une clé fondamentale qui est énorme. Mais je suis d'accord avec Yacine, ça va être des types de personnalités. Et il y en a qui ont jamais eu à vivre ça dans leur vie professionnelle jusqu'à présent. Et on leur demanderait un switch, un changement de logiciel tellement énorme que c'est un saut dans le vide pour eux. Ouais. Moi, je donne souvent l'exemple de, tu vois, tu prends 2 personnes qui sont à une ligne de départ et tu regardes où ils sont dans 6 mois. Il y en a un, c'est genre l'inconscient. Tu vois, lui, il a pas peur, il fait n'importe quoi et tout. Et t'as l'autre, c'est le perfectionniste qui veut que tout soit parfait et tout, tu vois. Donc l'inconscient, il y va, tu vois. Donc du coup, dans 6 mois, il a changé 3 fois de niche, il s'est pris des noms, il a changé d'identité visuelle, etc. Mais au final, ça a fini par marcher. Enfin, ça s'est emboîté le truc et il a des résultats, tu vois. Et l'autre, tu vois, pendant 6 mois, il a refait son logo 3 fois, il a fait son site internet, il a fait 40 000 formations pour être prêt et tout. Et là, dans 6 mois, lui, il commence à peine le parcours que le premier a fait. Parce qu'au final, peu importe le temps que tu mets à te préparer, ton premier post, ça va être de la merde. Ton premier appel découverte, ça va être de la merde. Ta première proposition commerciale, ça va être nul. Et la seule manière que ça devienne bien, c'est de se planter, en fait. C'est pas de préparer le truc pendant longtemps. Mais ça, c'est un mindset d'entrepreneur qui, je pense, à l'opposé du salariat ou même de l'école où tu dois réviser pour avoir une note et tout. Et faut arriver à changer ce logiciel. Et je pense que, tu vois, il y en a qui ont déjà plus ou moins ce truc de test and learn et tout. Et il y en a pour qui c'est encore plus difficile de faire le switch, quoi. Ouais, 100% d'accord. Dans l'accélérateur, un des premiers trucs qu'on dit, c'est dès aujourd'hui, commencez à communiquer sur votre business. Si vous ne le faites pas encore, faites-le. Et là, très souvent, on se rend compte, parce qu'on le dit dans les vidéos, et puis forcément, quand il arrive le fameux coaching hebdomadaire, c'est ouais, mais non, mais j'ai encore rien fait. Je dis, mais c'est hyper intéressant parce que déjà, vous allez commencer à structurer les trucs que vous êtes en train d'apprendre. Ce qui fait qu'en fait, c'est ni plus ni moins que votre prise de notes, mais prise de notes en public. Et ce sera complètement OK. Et si c'est de la merde dans 6 mois, il y a un bouton qui s'appelle archiver. Vous pouvez archiver vos posts et c'est pas grave. Mais par contre, ça vous oblige à faire cette gymnastique de l'esprit. Dans tous les cas, au départ, le overnight success, j'y crois pas trop, quoi. Au départ, comme tu disais, Yacine, t'as deux likes, c'est ta daronne et ton voisin ou alors c'est ton ex qui veut te reconquérir. Mais en fait, au départ, personne va aller voir tes posts. Mais c'est hyper intéressant de faire l'exercice. C'est un peu de la comptabilité. Et pareil pour la prospection. Parce qu'en fait, ça permet de faire quoi? Même si on n'a pas au moins de discuter de ce qu'on est en train de développer, même si on n'a pas encore d'expérience à revendiquer, etc. Je sais qu'on vendra pas. Mais par contre, on va pouvoir mettre le doigt sur ce qu'il va falloir que je construise pour rassurer ce type de personnes. Par exemple, je vais discuter avec Monsieur Machin. Monsieur Machin va me dire, ah non, mais moi, je veux bien. Tu vois, moi, je dis, les autres prestataires qui me démarchent, ils ont telle et telle référence, ils ont eu tel ou tel résultat. Donc, je peux comprendre quelles sont ses attentes minimales. Et donc, je sais ce que je dois construire. Tandis que si je discute pas avec ce mec-là, peut-être potentiellement, je peux construire une sorte de preuve sociale qui est peut-être pas nécessaire. Je peux construire un discours qui va me faire perdre du temps et qui sera peut-être pas efficient, etc., etc., quoi. Donc, c'est intéressant de co-construire. Et pour ça, il faut bosser. Il faut pas attendre la perfection et d'être prêt. Et en plus, on s'immerge dans le marché, on s'immerge dans les problèmes de notre cible. Et nous, on le voit quand ils apprennent la prospection. Au tout début, avec beaucoup de candeur, ils disent, ah là là, ce site-là, il mériterait d'être fait. Alors, nous, on essaie de voir, d'auditer tout ça. Ouais, bof. Et des fois, ils sont convaincus, ils ont le gérant au téléphone, ils arrivent à le choper, et le gérant leur explique que absolument pas. Non, changer le site, ça va rien changer à son business, parce que c'est pas comme ça qu'il fait des affaires lui. Et donc, en fait, c'est se confronter à la réalité des problèmes qui sont dans le marché, des solutions qu'on propose, et quand est-ce que nos solutions n'ont aucune valeur pour certaines personnes qui n'ont pas les bons problèmes, en fait. Et en fait, moi, je cite énormément dans ma formation sur le retour aux sources. Il y a des problèmes et des solutions, et s'il y a des problèmes qui n'ont pas d'opportunités sous-jacentes, qui vont pas faire gagner du temps, faire gagner de l'argent, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on irait les résoudre? On laisse les problèmes tels qu'ils sont, il y a bien plus urgent dans des entreprises, donc en fait, on est obligé de se confronter, de s'immerger, et d'apprendre, et comme ça, après, c'est avec beaucoup moins d'innocence qu'on avance dans le marché, et qu'on comprend beaucoup mieux ce qui se passe, et qu'on est un meilleur professionnel aussi. 100% aligné. Et du coup, pour vous, on peut être sur pied au bout de combien de temps quand on lance une activité de freelance? Là, les gens qui vont nous écouter sur le podcast, il y en a peut-être 10, 15, 20, 100 qui vont dire, OK, ça fait un moment que je vais entreprendre.
c'est peut-être, et d'ailleurs moi c'est ma théorie, le freelancing, c'est peut-être la voie la plus rapide pour se lancer. En tout cas, j'ai un biais parce que c'est comme ça que moi je me suis lancé. Fatalement, j'ai un énorme biais, mais vous me direz les gars si vous pensez à autre chose. Mais du coup, au bout de combien de temps on est sur pied dans vos métiers respectifs, parce que on est les trois dans les métiers de la communication. Mais c'est pas tout à fait non plus la même chose dans nos différentes compétences. Yacine, pour toi, quelqu'un qui il se y a un lance. changement de paradigme aussi là-dessus, parce que traditionnellement, il faut faire un master de 5 ans d'études pour avoir des compétences et tout. Alors que moi, je l'ai vu, enfin, je l'ai constaté sur des centaines de personnes, entre 3 à 6 mois, tu peux apprendre une compétence qui se monétise en partant de vraiment de zéro. Tu vas pas être forcément, il y a les experts qui ont 10 ans d'expérience, mais toi, tu peux déjà faire 2-3 000 euros par mois, remplacer ton salaire en apprenant une compétence. Et c'est pas, tu vois, tu dis ouais, c'est plus facile. Justement, je trouve que c'est ça qui est facile dans le freelance quand tu veux quitter ton job, avoir tes premiers revenus en indépendant, parce que tu as juste besoin d'apprendre une compétence qui est déjà demandée sur un marché existant. Donc, tu n'as même pas besoin d'inventer une idée, d'être innovant, de je sais pas quoi. Tu vois, il y a un marché, il y a des entreprises qui cherchent des community managers, il y a des community managers qui proposent leurs services. Moi, je vais me former à cette compétence. Dans 3 mois, j'ai suffisamment de compétences qui ont de la valeur pour le proposer sur le marché. Et voilà, on y va et on commence. Et après, bah, on s'améliore, on devient meilleur et tout. Mais on peut déjà commencer. Et là, je parle de community management, mais ça fonctionne pour plein de compétences aujourd'hui, quoi. Toi, Nico, au bout de combien de temps on est sur pied d'après toi? En fait, moi, j'ai cet horizon temporel d'à peu près 6 mois, moitié compétences techniques, moitié compétences business, mais même pas 6 mois à temps plein, en plus, hein. C'est genre 6 mois à mi-temps. On Avec passe du pas. réalisme. Voilà, c'est ça. Avec du Ouais, ouais, réalisme, ouais. c'est bien. Tout à fait. Donc, non, franchement, c'est largement suffisant parce que moi, je te rejoins effectivement. La meilleure activité qu'on puisse lancer, c'est une activité de service. Et comme tu dis, Yacine, hein, il y a des gens qui recherchent des tous les jours. Bon, eh ben, c'est parti. S'il y a un marché qui existe, c'est bon signe quand même. Et puis après, c'est là où c'est super intéressant, c'est qu'en apprenant, on va capter d'autres signaux, on va sentir d'autres choses. Est-ce que ça veut dire que plus tard, cette activité freelance peut devenir une agence et on commence à grossir? Est-ce qu'au contraire, on sent quelque chose de plus précis, on va devenir plus entrepreneur et créer un produit? On peut bifurquer, en fait, aussi évoluer et faire des rencontres qui vont nous faire peut-être abandonner notre activité et rejoindre une équipe ailleurs. Ouais, il y a Mais moi, ça sera à refaire, moi je refais. j'aurais bien aimé entendre ça, moi, à l'époque, parce que moi, c'était en 2019, j'étais encore salarié. Et je voulais quitter mon boulot, tu vois. Je savais pas encore ce que je voulais faire, mais je voulais trouver une activité pour quitter mon taf. Et franchement, j'avais même pas pensé au freelancing au début. Donc, genre, j'ai acheté un appart, je l'ai mis sur Airbnb, parce que j'avais vu des vidéos YouTube. J'ai essayé de faire du dropshipping. Avec un pote, on avait créé un logiciel d'automatisation Insta. Genre, pour moi, en fait, il fallait que je trouve une idée ou un truc compliqué. Et en fait, un jour, on m'a dit, mais toi, en plus, j'étais responsable communication digitale. Donc, on me dit, mais toi, je connais quelqu'un, il a besoin de quelqu'un pour l'aider dans sa com, tu veux pas l'aider? Et là, j'ai fait, mais attends, mais en fait, j'ai des compétences qui ont de la valeur. Pourquoi je me casse la tête? En fait, j'ai juste à trouver un client, je le livre et il me paye à la fin du mois. Genre, j'ai fait, waouh, j'ai eu une épiphanie. Et peut-être, ça va vous paraître évident, mais juste apprendre une compétence, la livrer, être payé, et tu peux déjà commencer. Après, ça peut être le départ d'un truc incroyable, mais commencer par ça, c'est le meilleur départ, je trouve. Mais et tous les mecs là qui font maintenant des consultants IA, ils ont pas 20 ans d'expérience. Et pourtant, ils gagnent très bien. C'est sorti l'an dernier, donc ils ont pas 20 ans d'expérience, tu vois. Donc ouais, clairement. Mais tu disais, Nico, tout à l'heure, le freelancing, ça peut être aussi une porte vers créer un produit. Moi, ça a été mon cas. Parce qu'en fait, c'est du freelancing où je faisais du dev pour des gens que je me suis retrouvé à développer un jour un truc et je me suis dit, mais il y a un vrai trou pour qu'on me demande de développer ça. Du coup, je vais en faire une boîte. Et il y a un vrai trou dans la raquette, je veux dire. Et aussi, pareil, un truc qui peut être pas mal, c'est à un certain moment, j'ai envie d'avoir la flexibilité. On va parler tout à l'heure de si vraiment le freelancing c'est l'Eldorado pour le temps, pour gagner du temps, avoir du temps libre, et vivre en van et aller voir des couchers de soleil. Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous me direz, mais ça peut être aussi de la flexibilité sur l'emploi et ensuite retourner en agence et c'est complètement ok. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui font une sorte de break en se mettant en freelance certains temps et qui repartent en agence et c'est complètement ok parce que c'est de l'entrepreneuriat, mais
on n'est pas obligé de le voir comme faire 50 000 € par mois et ne pas avoir de vie et plus voir ses gamins, etc. On peut aussi voir comme une porte de départ vers quelque chose de grand ou comme un truc un peu plus lifestyle. En tout cas, moi je le vois. J'ai des gens qui souhaitent pas avoir des business énormes et c'est complètement ok parce que tant que c'est aligné avec eux, moi ça me va bien quoi. Pas là pour dire ce qu'il faut faire ou quoi. Donc clairement. Du coup, vous en pensez quoi vous? Est-ce que c'est l'Eldorado du coup, le freelancing pour avoir du temps libre? Est-ce que c'est un business lifestyle le freelancing? Pas au début. Pour moi, c'est une histoire d'horizon temporel, hein, c'est-à-dire que pas au début. Au début, au contraire, il va falloir cravacher. Si quelqu'un faisait des 35 heures, ce serait peut-être bien qu'au début, il en fasse 50 par semaine, histoire de vraiment lancer la machine, parce que ça reste une activité entrepreneuriale. Et donc, il y a énormément d'efforts à faire au début. On doit pousser notre rocher, mais peut-être qu'à un moment, c'est parti. Il y a un effet boule de neige qui se crée. Peut-être qu'à un moment, on trouve le bon client qui, avec de la récurrence, nous permet de travailler tous les mois. Petit à petit, on augmente nos tarifs. Petit à petit, on est de plus en plus productif. On réinvente pas la roue. On se met en place des process. Mais tout ça, ça demande de la maturité, ça demande de l'expérience et d'être sur le terrain, en fait, tous les jours. La première année, formule magique, liberté, tout ça, j'y crois pas. Au contraire, il faut être OK pour se dire, je dois sacrifier peut-être 1 an. Et ensuite, je vois pour l'équilibre pro-perso. Moi, je préfère faire le deuil au début en disant, ça, on n'optimise pas du tout. On crache tout ça. On part avec d'autres métriques. Et plus tard, quand ça tourne et que on n'a plus les mêmes problèmes, alors oui, effectivement, on peut peut-être arriver, franchement, un joli mi-temps en tant que freelance avec 2 clients récurrents et ils nous payent 4 à 5 000 € tous les mois et on se met bien. Franchement, ça c'est tout à fait possible. Grave. Juste pas au début. Il faut pas vendre le fait qu'au début ce soit possible, quoi. Moi, les gens que je connais qui sont en freelance et tout, à part dans les publicités, parce que c'est dans les publicités qu'on t'entend, je bosse 2 heures par jour, tu gagnes 10 000 € par mois et tout. Mais genre, dans la vraie vie, les gens, ils me disent pas, j'ai du temps. Ils me disent, je fais ce que j'aime, je me sens reconnu, j'ai de la reconnaissance, je travaille sur des projets intéressants, ça m'inspire. Je peux m'organiser comme je veux, ça veut pas dire que je bosse pas. Je peux travailler en voyageant, ça veut pas dire que je bosse pas. Je peux être dispo le mercredi pour mes enfants si je veux. Donc voilà, il y a plein d'avantages. Après, de là à dire que tu t'as rien à faire et tu bosses 2 heures par jour, pour moi, limite, je trouve même les marketeurs qui jouent là-dessus. Alors après, on est marketeur, on sait pourquoi on fait ça et ça marche. Mais je pense que c'est contre-productif à terme parce que ça peut attirer des gens qui vont se lancer dans le freelance, pas pour les bonnes raisons, c'est juste pour l'appât du gain. En fait, dès qu'on va leur dire, maintenant il faut aller prospecter. Ah, mais moi on m'avait dit que j'allais aller à Bali sur la plage. Oui, non, mais avant, il y a des étapes. Il faut payer le billet d'avion déjà. Ouais, voilà. À Bali. Et par contre, après, au bout d'un moment, au début peut-être que tu bosses plus effectivement qu'un 35 heures, mais tu sens, si t'as trouvé ta voie, normalement tu le sens pas, t'es même passionné et c'est le feu. Et après, quand t'as ton organisation avec tes clients récurrents et que t'es arrivé à être efficace dans ton taf, là, tu as le choix. Soit tu t'arrêtes là et tu te dis, c'est bon, moi je bosse quelques heures dans la semaine, j'ai mes 2 clients, voilà, je suis libre et tout. Ou alors, on peut dire, ok, c'est une première étape dans mon parcours entrepreneurial. Et moi, je vais aller créer un empire et c'est le début. Mais après, chacun jugera en fonction de ce qu'il veut, quoi. Moi, je crois beaucoup à la puissance de la radicalité quand on démarre quelque chose. C'est-à-dire que quand je démarre, là, moi j'ai démarré les sports de combat il y a 3 ans, je vous fais chier les gars, à chaque fois je vous en parle tous les vendredis au mastermind et sur désolé d'ailleurs aussi en story et tout le monde je parle que de ça. Mais parce qu'en fait je me suis mis all-in et ça fait aujourd'hui parfaitement partie de mon identité. Quand je me suis lancé en freelance, je me suis mis all-in et ça a fait partie intégralement de mon identité. Et forcément, ça crée, il y a un côté énergétique mais aussi un côté où c'est du bon sens. Si je suis omnibulé par ça, je vais flairer des trucs, je vais discuter avec des gens, ça va être ma seule conversation. Il faut qu'on vous propose au moins 2 fois par semaine un dîner de con, quoi. Sinon c'est pas possible, c'est que vous en parlez pas assez de votre truc. Et en fait être top of mind et ça crée des opportunités. Ça permet de rencontrer des gens qui sont bons, des gens qui ont des besoins, des gens qui l'ont déjà fait, des gens qui ont été déçus. C'est hyper intéressant de parler aussi aux gens qui ont été déçus de ce que l'on propose, enfin de ce que nos confrères proposent. Ça permet évidemment de pas faire les mêmes erreurs. Donc en fait la radicalité quand on lance, je pense d'ailleurs de manière générale, parce que ça là j'ai pris l'exemple de la boxe et du freelancing, tout type d'entrepreneuriat, c'est pas un truc qu'on fait à moitié. Et c'est un peu comme quand on rencontre une nana, on fait all-in parce que sinon ça marchera jamais. Si tu fais pas all-in, ça sera jamais un truc de dingue. Et c'est un peu pareil dans tout, j'ai l'impression. C'est trop intéressant ce que tu dis. J'avais pas fait le lien avec le côté all-in, tu vois, du truc. Mais tu vois, nous quand on accepte des gens dans la formation, s'ils nous disent qu'ils veulent faire un side business, que c'est juste, en fait, on les prend pas. Ouais. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai compris qu'à terme, les gens, ils s'imaginent que avoir un side business, donc c'est-à-dire je vais pas forcément avoir beaucoup de revenus,
donc je vais pas forcément faire beaucoup d'efforts. Et en fait, je leur explique que ça n'existe pas. C'est-à-dire que même pour avoir un peu de revenus, tu vas être obligé de faire 100% des efforts. Et en fait, c'est le même nombre d'efforts. Parce qu'en fait, une fois que tu as compris comment avoir ton premier client, le deuxième, il arrive juste après. Donc, c'est pas je veux un petit client, donc je fais un tout petit peu d'efforts. Et tu peux avoir un boulot au début, à côté, te former à côté, etc. Mais il faut avoir l'ambition de vraiment faire ça à 100%. Et c'est pas genre, ouais, le samedi matin, je vais développer ma boîte de 9h à midi, puis le reste du temps, non, Ouais. ça marche pas. Ça, j'y crois pas trop non plus. Clairement. Et en termes de revenus, cette semaine en Office Hour dans le Mastermind, j'avais un entrepreneur, un super freelance qui fait 35 000 euros par mois de chiffre. Il fait des pubs. Il gère des pubs sur les réseaux sociaux. Et je lui expliquais en fait que les problématiques qu'on a à 35 000 euros de chiffre d'affaires quand on est freelance, hyper freelance, on va dire ça comme ça plutôt, c'est l'équivalent pour un vendeur de formation d'environ 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Il m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais parce qu'en fait, tu as quasiment que de la marge. Il fait la même marge que nous. Exactement. On sait que nous, on a toujours un ratio entre 20 et 30% selon évidemment les périodes. En ce moment, c'est un peu plus rock'n'roll, mais il y a des périodes qui ont été plus florissantes. Donc, on peut dire, on va être entre 20 et 35% d'EBITDA. Le freelance, ça va être absolument le contraire. C'est comme s'il développait 3 fois moins de chiffre d'affaires pour la même marge, quoi. Et c'est exactement ça. Donc, du coup, est-ce que le freelancing, on parlait du temps tout à l'heure, est-ce que le freelancing, c'est une voie vers l'enrichissement pour vous? Il y a quand même des limites de scaling, tu vois. En fait, tout dépend. Parce que si tu veux rester vraiment solopreneur et rester tout seul, tu vas être limité à un moment donné. Et après, tu as des options. Soit tu te mets en mode agence. Et ce qui est cool aujourd'hui, c'est que t'as pas besoin d'avoir des locaux, de recruter des gens en CDI et tout. Tu peux créer ton agence en ligne. T'as jamais vu tes collaborateurs, vous voyez que sur Zoom et tout. Tu recrutes des talents. Toi, tu continues de faire le développement commercial, mais tu peux prendre plus de clients parce que tu délègues à d'autres freelances. Ou tu peux faire un switch justement vers l'accompagnement où tu dis bah je continue d'avoir mes clients done for you et je peux commencer à délivrer mon expertise d'une autre manière. Donc il y a quand même des pistes, mais après à part aller résoudre des problèmes vraiment très compliqués qui valent très très cher, là il faut avoir des expertises pointues. Par exemple moi dans mon domaine tu vois du community management ou voilà chef de projet marketing et tout, bah il y aura quand même une limite. Donc après, ça dépend l'ambition. Comme je disais tout à l'heure, il y en a juste avec 5 000 euros par mois en étant libre et tout de chez eux, ils sont déjà hyper contents. Ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut vraiment développer, je pense que dans le moment, on doit changer un peu de posture. Toi, Nico, on peut s'attendre à combien de revenus à peu près en freelance WordPress? Combien ça vaut maintenant un site web moyen? C'est quoi les grandes métriques? Si on parle d'argent, on se dit quoi sur le freelancing WordPress? Le basique, ça va être le site d'une page. Déjà, il faut réussir à le vendre à 1 000 euros au moins. Ce site d'une page, et on peut réussir à le faire efficacement en deux jours quand on est bon, parce que il y a tout le recueil du besoin, et enfin il y a plein de choses comme ça. Mais après, on peut avoir des sites qui vont beaucoup plus haut, genre le rythme de croisière d'un freelance WordPress qui a plutôt roulé sa bosse et tout ça, ça peut être 2 sites par mois, 2 500 euros chacun. Et encore, je dis ça, mais il peut y avoir de la maintenance, il peut y avoir du récurrent, il peut y avoir pas mal de choses. Et en fait, on arrive sur un train de vie plutôt pas mal, même si du coup, on n'est pas sur du récurrent cette fois-ci. Il faut quand même trouver ces 2 clients tous les mois, parce que le récurrent, la maintenance ou des services additionnels, c'est des paniers moyens soit plus faibles, soit il va falloir développer d'autres compétences pour pouvoir le faire. Mais quand on parle d'enrichissement, tu vois, c'est là où il faut voir quelle est l'ambition de chacun. Et certains n'ont pas forcément l'ambition d'aller construire des choses énormes. Et j'ai même envie de dire que en termes d'enrichissement, on peut aussi le voir en termes d'enrichissement patrimonial. Moi, j'ai emprunté pour acheter des appartes à Toulouse. J'avais que ma micro-entreprise d'ouverte. J'avais juste 3 ans d'activité, j'ai pu emprunter pour un premier appart, j'ai emprunté pour un second appart après. Et donc en fait, l'enrichissement, il peut être juste assez classique. Certains diraient oui, mais il n'y a pas la protection du salariat et tout ça. Et quand on a prouvé à un banquier qu'on sait bosser et qu'on bosse depuis de nombreux mois et de nombreuses années, après, ils nous suivent. Donc on peut aussi s'enrichir en se disant, j'ai pas besoin du sacro-saint CDI, je peux faire mes projets à côté aussi, et on s'enrichit avec une activité qui nous passionne, parce que c'est vrai que pour beaucoup, il y a cet exutoire qui est nécessaire, et après on arrive à contrôler rythme, vie privée, vie perso, investissement à côté si on veut, on peut faire plein de choses. Mais il y a un plafond de verre, oui. À un moment. Il y a aussi une façon de générer du revenu, mais elle peut être piège. Je sais pas si trop ça s'applique pour les CM, mais moi, comme j'étais bien référencé sur développeur web freelance, j'avais très souvent des mecs qui me disaient je monte un projet, est-ce que tu veux t'associer? Et je recevais un message. Donc, ils voulaient pas me payer, mais ils voulaient que je m'associe. Donc, je suis plutôt contre dans l'idée, parce qu'en fait, le travail, ça se le paye.
Après, je me dis, ça peut être aussi un levier, ça doit pouvoir exister, les gens qui arrivent à vraiment à faire du leverage là-dessus. Mon pote Rémi, qui a des salles de CrossFit, il a monté une app de réservation de séances. Il vend à ses collègues, confrères, salles de CrossFit. Il s'est associé avec son développeur. C'est-à-dire que son développeur, ils sont entendus sur un MVP sous forme d'association. Donc, en gros, un prototype, pour ceux qui nous regardent, un prototype, donc une version de base pour pouvoir réserver. Et ensuite, à partir de ce moment-là, dès qu'il a un certain niveau de revenu, il passait avec un forfait mensuel des sortes de management fees, en fait. Leur truc, il cartonne. Je pense que dans le développement, je pense que c'est même le Graal, non? Je pense que quand tu es développeur, d'arriver à devenir associé d'une startup qui va chercher des financements et tout, quoi. Ouais, pour moi, je pense que c'est trop cool sur le papier, mais il y a un piège, c'est que très souvent, quand on te demande de t'associer, il y a encore aucune certitude sur le projet. Oui, t'es pas payé au départ. Et donc, l'avantage dans le cas de mon pote Rémi, c'est que lui, il avait sa propre salle et dans tous les cas, il allait être client de la solution. Donc, il allait pouvoir retomber sur ses pattes, il connaissait bien le marché, etc. Et puis, ça fait 10 ans, ou peut-être même plus maintenant, qu'il a des salles. Donc voilà, moi, on m'a vraiment proposé des trucs foireux pour 10% du capital. Et donc, ça peut être aussi ça peut être aussi une sorte de shiny object. Quand tu es développeur, c'est un petit peu ça, le shiny object. C'est soit de développer un réseau social pour chiens, soit de prendre des parts dans une startup à la con où il y a un PowerPoint. Bref. Donc, c'est aussi un des leviers, mais je pense que moi, c'est à la fois une opportunité, à la fois un piège, je pense. Je sais pas ce que tu en penses, Nico. Ouais, carrément. Alors moi, du coup, vu que je forme des webmasters no-code, on va plus avoir une approche marketing et communication autour du site, ce qui fait que ça va ressembler aussi à Yacine. Mais je suis sûr que certains pourraient on pourrait les tenter, les débaucher en mode, tiens, on mise sur toi, c'est toi qui vas faire notre visibilité, c'est grâce à toi, et surtout notre côté CM, hein, tu vas nous faire exploser sur les réseaux sociaux et du coup, tu auras tant de parts. La plupart du temps, ces gens qui proposent ça, ils veulent pas prendre ils veulent poser le risque sur toi, quoi. et puis ils délèguent du build quelque part aussi. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est sans un vrai sujet. Rémunérer. On m'avait déjà proposé ça, mais moi je disais, en fait, toi tu prends pas de risque dans l'histoire, donc moi je vais travailler 6 mois gratuitement, et si ça marche, ça sera grâce à moi. Bah non, prends le risque et paye-moi déjà pour pour le début, et puis après on verra. Mais pour l'instant, c'est trop facile de vouloir les autres, ils construisent ton business à ta place, et si ça marche pas, tant pis. Comme on parle d'argent, on va parler de prix, parce que pour générer du chiffre d'affaires, il faut vendre des trucs, et ces trucs-là, ils ont un prix. C'est une question, moi, que j'ai tout le temps. Quel prix je dois appliquer, etc., etc. Donc, beaucoup sur les vendeurs de formation, etc. Mais vous, est-ce que c'est une question, c'est une préoccupation? Est-ce qu'il y a des benchmarks? Qu'est-ce que vous répondez à vos clients quand c'est comme ça? Yacine, quand on te demande quel prix je dois facturer? Parce que ce qui est bien avec toi, c'est qu'il y a de la récurrence dans ton modèle. Ton modèle, il est intéressant pour ça. Moi, je donne toujours une fourchette, parce que les gens, ils ont besoin d'avoir une référence. Qu'en fait, aujourd'hui, un community manager, pour un réseau social avec une stratégie vraiment complète, il va être payé entre 800 et 2000 euros. C'est un peu la moyenne. Et on donne souvent 1000 euros par mois minimum quand t'as déjà t'as fait un petit peu tes preuves, etc. Donc ça donne une fourchette. Mais en réalité, si tu regardes sur le marché, ça veut rien dire, parce que t'as des gens, ils vont facturer 3000 euros, t'en as, ils vont facturer 500. Et en fait, je leur dis, il faut que tu sois aligné avec ton prix. Donc déjà, tu vas lister tout ce que tu vas faire pour avoir une vision réaliste de l'ampleur de la tâche. Et ensuite, tu te poses la question, tu te dis, en dessous de quel prix je me sentirais arnaqué. Genre, tu vois le prix psychologique où tu dis, putain, ce client-là, il profite de moi, tu vois, et là, t'es pas bien là. Et après, donc ça, c'est ton prix plancher. Et après, t'as ton prix public qui va te donner une marge de négociation, où là, tu te dis, à ce prix-là, je vais vraiment tout donner pour mon client, parce que là, je vais me sentir reconnu et je vais vraiment me dépasser. Tu vois, du coup, ça te donne une fourchette. Tu te dis, tu vois, si je démarre, je peux dire, en vrai, si pour 700 euros par mois, c'est vraiment mon prix plancher, je descendrai pas en dessous de ça, parce qu'après, je me sentirais pas bien. Mais par contre, pour 1500, là, je pourrais vraiment tout donner pour mon client et tout. Et du coup, ça te donne un petit peu la fourchette de prix dans laquelle tu vas te positionner au départ. Mais il faut aussi prendre, après, après, ce qui est bien, nous, dans nos métiers, c'est qu'on n'a pas trop de charges, tu vois, en tant que freelance. Une fois que ton ordinateur, t'as acheté 2-3 logiciels à 10 balles par mois, après, c'est du temps. Donc, au début, peut-être que tu vas passer beaucoup de temps et que c'est pas forcément rentable, mais la mission, tu gagnes pas juste des revenus, tu gagnes aussi de l'expérience, de la preuve sociale.
Et donc, faut avoir un prix psychologique. Mais généralement, les gens, ils aiment pas trop cette réponse. Parce qu'ils veulent, ils veulent un truc, ouais. Ils veulent un chiffre. Mais pour moi, la notion psychologique du prix, tu te trompes, tu fais moins d'erreurs. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, il y en a, moi j'ai des clients, deux clients, ils sortent de la formation, ils ont la même expérience et tout. Et t'en as un, il va dire, ouais, moi, 700 € par mois pour démarrer, ça me va. Et t'en as un autre qui va dire, ah ouais, non, mais moi, en dessous de 2000 €, même pas, j'ouvre mon ordinateur, tu vois. Et c'est marrant parce qu'ils ont, ils ont la même formation. Et ce que j'ai remarqué qui est ouf, c'est que les deux, ils vont trouver un client au prix auquel ils ont demandé, en fait. Parce qu'il y a des clients pour tous les prix, en fait. C'est ça qui est ouf. C'est clair, de ouf. Toi, Nico, comment tu conseilles? Qu'est-ce que tu conseilles pour ça? Ils ont vraiment, vraiment besoin de rationalité dans tout ça. Pourquoi est-ce que certains, pour la même chose, vont facturer 500, pourquoi les autres facturent 5000? Ce grand écart, ils n'arrivent pas du tout à le comprendre. Du coup, moi, j'entre dans leur jeu, en fait, au début. C'est quoi les TJM du marché? On les a. Malte fait des études tous les ans. Donc, c'est quoi le taux journalier moyen? On commence par là. OK. Tel client, il te demande tout ça. C'est quoi toutes les sous-étapes? C'est quoi le temps qui est alloué à tout ça? Et de là, tu multiplies par ton TJM, tu provisionnes un petit peu de relations clients que tu peux pas anticiper en amont. Tada, t'as un tarif. Voilà. Et si tu te plantes, si t'as foiré ton estimation au niveau du temps, tu pensais qu'un truc, ça se faisait en 1 heure, t'en passes 4, c'est pour ta pomme. Tu vas apprendre et la prochaine fois, tu fais un chiffrage différent. Et pour moi, au début, ils ont vraiment besoin de ce côté rationnel parce que il faut qu'ils sentent en fait qu'ils arrivent à palper que ils sont dans un mode de tout travail mérite salaire, ce qui est faux déjà. Et le temps est égal et ci et ça. Non, il y aura des heures improductives, il y aura des heures qui serviront à rien, il y aura des heures pépites. Ça, ils peuvent pas le sentir au début. Donc vous savez quoi, toutes les heures elles se valent. Le TJM talala, c'est parti. Le TJM il est à ça au début, commencez légèrement en dessous et après prenez la confiance, améliorez vos chiffrages, améliorez vos estimations. Augmenter votre TJM quand vous avez suffisamment de références, et c'est ainsi que ça monte et qu'après, on peut arriver à un truc du style « Ah non, en dessous de ça, non, je vois bien que je serai pas rentable. » C'est plus intéressant d'aller chercher de nouvelles opportunités qui, elles, vont bien me payer plutôt que d'accepter ce petit truc-là. Moi, je remarque un truc, c'est que très souvent, l'erreur au niveau du prix, c'est pour un prestataire de service qui a vraiment besoin de vendre. Genre, il a vraiment besoin de développer. Il va trouver un prospect qui est limite niveau budget, mais vraiment limite. Genre, il est un peu ric-rac. C'est pas un manque de confiance ou quoi, c'est vraiment factuellement, il n'y a pas assez sur le compte. Du coup, c'est de lui proposer du custom, mais pour le petit. En l'occurrence, c'est une énorme connerie parce que le petit, il a 2000 balles sur son compte, qui nous prend un site qui normalement serait vendu 3000, il nous le prend à 1500, 1008. Enfin, en gros, il fait le maximum d'efforts. Il se met vraiment à poil. Mais en fait, lui, ça a tellement d'enjeux pour lui en fait de réussir sur ce truc-là qu'en fait, il faut pas dégrader il faut pas dégrader le service. Il faut pas lui faire du custom en disant non mais en fait, je vais t'enlever ça et puis la formation pour ta secrétaire, je vais pas te la faire ou alors je te ferai un email et je t'expliquerai comment on se connecte à WordPress. Aussi pareil, la page, le truc de paiement, je vais pas te le faire, le référencement naturel, je vais pas te le faire, etc., etc. Et donc en fait, c'est pas une bonne chose parce que à ce moment-là, le client, même s'il a une petite bourse pour un petit budget, il fait all-in. Donc c'est accepter peut-être de se couper la main en disant bah écoute, je te le fais moins cher, mais par contre je te fais l'offre dont je sais qu'en fait tu auras des résultats plutôt que te faire un truc custom qui va être un petit peu pourri, parce que souvent ça part sur un truc en plus qui s'enlise, donc on est encore moins rentable vu que c'est pas la formule habituelle, bah, c'est une formule qu'on pratique moins et donc on s'enlise de fou. Donc ça c'est même on parlait de mindset aussi tout à l'heure et de confiance en soi quand tu débutes, et du coup ça va jouer aussi sur ta confiance en soi. Tu vois, nous, par exemple, sur les réseaux sociaux, s'agit pas juste de faire des posts, tu vois. Il y a des stratégies d'activation, il faut faire des stories tous les jours. Enfin, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et du coup, des fois, le client, il peut arriver et dire, non, mais tu sais quoi, fais-moi juste 2 posts par semaine et ça ira bien. Et nous, pareil, nous, on leur dit, mais vous faites surtout pas ça. Parce que du coup, si t'enlèves des trucs, il y aura pas de résultat non plus à la fin. Du coup, à la fin, le client, tu lui as fait un prix, il est même pas content, en fait. Mais c'est logique qu'il est pas content, que t'as enlevé tous les trucs qui allaient apporter des résultats. En fait, t'as voulu faire un truc moins cher, mais ça reste trop cher par rapport aux résultats que le gars, il a payé. Du coup, le client, il est frustré. Et toi, t'es frustré parce que tu dis, putain, en plus, je lui ai fait un prix. Et il est même pas content. Donc non, il faut jamais enlever, comme tu dis, la offre custom. Il faut jamais faire ça. Je suis complètement d'accord. Et là, tu mets le doigt sur un truc qui est ultra important, c'est le coefficient de recommandation. Quand on se lance, alors t'as parlé tout à l'heure de Malte, Nico, et on va en parler, des plateformes, etc. Mais si on oublie ces plateformes-là qui nous amènent une certaine visibilité,
on marche beaucoup par la recommandation quand on fait du service. Et donc, la recommandation, c'est un mec sympa, un mec pertinent, j'ai envie de le recommander. Une tête d'idiot et quelqu'un de pas compétent, j'ai pas envie de le recommander. Donc, il faut du care et de l'expertise, comme nous disait Étienne de Junto dans le Mastermind. Il nous faut du care et de l'expertise, et ça, à chaque fois, c'est un pari. Et les bonnes réputations se font à une certaine vitesse, mais elles se défont encore plus rapidement, quoi. Donc, le client à qui on fait un truc custom, qui n'a pas la compétence et qui décide de la roadmap, il y a aucun moment ça fonctionne. Et par contre, il n'aura aucun problème à dire que ce qu'on fait ne fonctionne pas, alors qu'en fait, il a fait n'importe quoi, tu vois. Donc, ça c'est clair. Et il y a un parallèle aussi que je trouve intéressant, c'est le métier d'avocat. Le métier d'avocat, ils ont un KPI pour gérer en fait leur cadence. Ils regardent le temps de travail. Donc, c'est très souvent entre 50 et 60 heures par semaine pour un avocat qui fait un avocat d'affaires. Et ils vont regarder sur ce temps-là le temps facturé. Et quand ils arrivent à avoir 20-30%, c'est énorme pour eux. C'est énorme. Et en fait, il faut qu'on arrive à faire pareil, nous, quand on est freelance. Pourtant, vu que c'est des métiers passion, c'est des métiers un petit peu plus lifestyle, et puis souvent, c'est des reconversions. Donc, on fait enfin ce qu'on aime. On a l'impression, donc on compte un peu moins nos heures et tout, mais c'est un peu un piège. Donc, toi, Nico, je sais que t'es un acharné, tu traques le moindre truc. Donc, ça, tu nous en parleras peut-être, mais ce qu'il faut vraiment regarder, c'est le temps qu'on travaille versus le temps facturé. Et ça nous permet d'ouvrir les yeux sur un truc, c'est le coût d'opportunité. C'est-à-dire que quand mon temps, si je peux bosser 30 heures, parce que j'ai mes gosses, mon machin, j'ai ma vie, mon sport, je peux bosser 30 heures par semaine, en fait, ça me fait choisir aussi les bons projets. Parce que sur 30 heures, peut-être que j'en facturerai que 20 fois mon taux horaire, quoi, et ça sera ma paye. Enfin, ça sera mon CA. Et ça, on a tendance à pas le rationaliser comme ça, parce que c'est un peu des métiers de kiff. Parce que c'est vrai que faire un site web, c'est kiffant. En plus, on discute avec des gens, on découvre de nouveaux trucs. Faire de la communication, c'est sympa. Mais ça reste un business, quoi. Et du coup, tu m'as tendu une perche, mais c'est vrai que moi, dans ma méthode, une fois qu'on a fait son chiffrage et qu'on se dit, bah tiens, pour ce client-là, je pense que je vais passer tant de temps sur telle phase, vu qu'on traque son temps, alors ça c'est un bonus que j'ai pas encore tourné, mais vu qu'on traque son temps, ça veut dire qu'aussi, au bout à la livraison du chantier, on a une boucle de feedback, on n'a plus qu'à étudier exactement le temps qu'on a passé sur tel client, avec telle phase de relation client, telle phase de production, telle phase de ci, de ça, et on sait si oui ou non on s'est planté. Et ça veut dire que peut-être qu'on a dépassé de 20% nos estimations côté production, ou c'est la relation client qui a explosé de 50%. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça se reproduise pas? Est-ce que ça veut dire qu'on chiffre plus les fois d'après? Parce que finalement, ça va tout le temps être comme ça, quand t'es juste un petit peu trop candide. Ou est-ce qu'au contraire, c'était un cas particulier? Et donc en fait, le fait de devoir apprendre et faire des post-mortem avec chaque client devrait être quasi nécessaire. En tout cas, pas au début. Au début, on a tellement d'autres choses à prouver que ça doit pas être la rentabilité qu'on doit maximiser. Mais après, on doit être dans cette posture-là pour se dire, bah ouais, effectivement, je fais mon activité et je gère aussi mon activité. Je suis et dedans mon business et j'ai également une prise de recul pour savoir si je fais les bonnes choses pour mon business. Ultra aligné. On a fait un épisode récemment avec Nico sur l'IA. Aujourd'hui, quel est l'impact pour vos freelances? Alors Nico, tu as déjà répondu dans l'épisode 2 épisodes avant. 92. Ouais, 92, exactement. Yacine, c'est quoi l'impact, toi, de l'IA pour tes freelances, tes community managers? Ça fait peur. Ça fait peur aux nouveaux arrivants, parce que des fois, il y a des prospects qui leur disent oui, mais moi, on m'a parlé d'une application qui me crée du contenu. Du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin de toi et tout? Du coup, ils entendent des trucs comme ça et ça peut grave les faire flipper. Tu sais, moi, je fais du CM depuis 2011 et j'ai vu des transformations du métier, mais de malade. Tu vois, genre en 2020, tu vois, les community managers, ils ont commencé à faire de la vidéo. Mais, Ouais. déjà, tu vois, les gens, ils disaient, ouais, mais comment on va faire maintenant? Il faut qu'on devienne des monteurs vidéo et tout. Et, du coup, ça a fait un nettoyage, tu vois. Il y a ceux qui n'ont pas voulu se mettre à la vidéo, on n'en entend plus parler, tu vois. Et là, aujourd'hui, c'est l'IA, si tu t'y mets et tu commences à l'intégrer dans tes process et tout, du coup, t'es plus productif que les autres CM et du coup, tu vas garder les meilleures missions et tu vas continuer de développer. Et si t'es en mode, ouais, non, mais moi, je suis paralysé, ça va voler mon taf et que tu t'intéresses pas, c'est là où tu vas disparaître. Donc, l'IA va pas remplacer les freelances, mais ça va remplacer les freelances qui se mettent pas à l'IA et qui apprennent pas les nouveaux outils, en fait. Donc, c'est une curiosité à avoir. Et tu vois, en fait, aujourd'hui, c'est l'IA, mais peut-être dans 5 ans, c'est une autre évolution de technologie. Enfin, c'est plus un état d'esprit à avoir et à rester tout le temps à jour. L'avantage, c'est que
Tu vois, moi, je travaille avec des freelances dans ma boîte comme vous. Je travaille avec des copywriters, ils utilisent l'IA. Je travaille avec des CM, j'utilise l'IA. Et je me dis pas, je vais te payer moins maintenant parce que t'as l'IA. Au contraire, je suis trop content. Tu vois, il me dit, ça, je l'ai fait plus rapidement. Du coup, j'ai pris le temps pour réfléchir à la strat, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et eux, ils se sentent mieux dans leur taf parce qu'ils font moins de trucs répétitifs. Donc, du coup, ils sont encore plus impliqués dans la mission. Donc, en fait, moi, je vois que des aspects positifs, en fait. De ouf. On en parle souvent, peut-être qu'on l'avait dit dans le dernier épisode, je radote un peu, hein, désolé. Mais à l'époque où il y a eu l'eau courante dans les villes, il y a eu des grèves et tout parce que les porteurs d'eau allaient se retrouver au chômage. Donc c'était quand même des trucs un peu particuliers. Quand il y a eu le chemin de fer aussi, toutes ces grandes révolutions, elles ont fait flipper. Mais rappelez-vous, quand il y a eu $5.com qui est devenu 5€.com, Fiverr et compagnie, on avait peur du développeur, du freelance indien, malgache ou marocain. On n'a jamais on n'a jamais manqué de boulot, même si à l'époque, nous, c'était plus ça. En fait, la concurrence, c'était plus une concurrence offshore. Moi, à l'époque, je me rappelle, je déléguais certains trucs sur Fiverr, tu vois, donc fallait savoir l'utiliser, quoi. C'était une bonne pratique, hein, d'ailleurs, hein, sur certains trucs où il n'y avait pas de valeur ajoutée. Ça te permet de mettre plus de care avec ton client. Puis après, c'est toujours pareil. C'est ce qu'on lui vend des caractéristiques ou ce qu'on lui vend une transformation. Si le client, tiens, moi, je fais mes vidéos avec Thibaut, je tourne lundi, je sais qu'en 2 heures, on va produire tous mes réels du mois prochain. Ce que j'achète, c'est ça. Que les scripts, il les ait fait par IA ou pas, qu'il ait demandé à sa cousine ou à sa tante, ce qui compte, c'est que j'ai un réel qui est pertinent, qui sort tous les jours sur mon compte Insta, quoi. Et c'est ça que j'achète. Et il peut le faire comme il veut, je m'en fiche. Ce que j'achète, c'est ça. Exactement. Et je pense qu'il y a un truc aussi, nous, on est dans la prestation de service. Donc, le côté humain, il a un rôle énorme. Tu vois, on parle beaucoup de care et tout depuis tout à l'heure, mais ça fait partie. Moi, je le vois, des fois, t'as des CM, ils sont hyper techniques, mais ils sont nuls en relation client. Bah, ils durent moins que des CM peut-être un peu moins bons, mais qui sont très bons en communication, qui sont hyper impliqués, etc. Et en fait, là, si on reste dans la communication, quand tu choisis un freelance, c'est un peu un porte-parole aussi. Donc, il partage un peu les mêmes visions que toi, les mêmes valeurs que toi. Il va retransmettre un peu ta vision dans la communication. Et donc, ça a de la valeur aussi. Et au début, c'est compliqué de le comprendre parce comme on a un syndrome de l'imposteur, on pense qu'il faut qu'on soit compétent, expert et tout. Et puis un jour, tu te rends compte que les gens, ils te choisissent pas pour ta compétence, mais qu'ils te choisissent parce que t'es sympa, en fait. Et quand t'as compris ça, ça te fait un mindfuck. Mais ça a de la valeur. Et ça, l'IA, je pense même au contraire, plus il va y avoir d'IA, plus on va avoir besoin de relations et de proximité, quoi. De toute façon, c'était une question que j'allais vous poser, c'est comment on fidélise quand on est freelance, parce que aller chercher toujours de nouveaux clients, c'est fatigant. Par contre, ce que moi j'aime bien dire, activer ou presser le citron, c'est-à-dire proposer aller jusqu'au bout de la relation avec son client, je pense que c'est beaucoup plus vertueux. C'est par le care. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je connais des prestataires qui sont pas très bons techniquement, mais qui ont un taux de fidélité qui est vraiment très très important. Parce que les mecs sont sympas, quoi. J'en connais 2 là, notamment. J'en parle assez souvent, mais techniquement, c'est pas des brutes, hein. Et pourtant, ils ont des clients depuis des années et des années, hein. Moi, je raisonne plus qu'en problème et en solution. Et donc, normalement, un client, il vient, il a un problème, on le résout, on apporte une solution. Si tout se passe bien, d'autres problèmes émergent après. Et donc, en fait, si on garde du lien, si on s'intéresse profondément à notre client, aux problèmes qu'il rencontre et aux solutions qui pourraient lui faire du bien, soit ça veut dire qu'on peut proposer peut-être des prestats complémentaires, soit on fait travailler quelqu'un d'autre, mais dans tous les cas, on devient un partenaire. Et c'est pour ça que le mot care, là, il a vraiment du sens, parce que il faut avoir quelque chose à faire aussi de la réussite de ses clients. Et si on est là pour juste balancer notre livrable et passer à autre chose, c'est pas bon. Si on commence à se dire que finalement, on est intéressé par la réussite de chacun de nos clients et qu'on a envie de les aider dans cette direction-là, normalement, ça ne peut être que vertueux. Moi, je le vois comme ça. Du coup, tout à l'heure, tu parlais de Malte. Malte, on vend nos caractéristiques, on vend ce qu'on sait faire. Donc, là, on n'est plus trop acheté pour une transformation. On est vraiment acheté. Déjà, souvent, c'est des gens qui sont plus. Les donneurs d'ordre, j'ai l'impression, c'est juste ma propre expérience perso, ils sont plus qualifiés que le client lambda parce qu'ils viennent chercher une compétence précise. Donc, dans le moteur de recherche, ils ont bien, je veux un développeur WordPress qui sait faire du SEO, qui connaît tel plugin ou machin. Du coup, toi, ces plateformes-là, et d'ailleurs, Yacine, je sais pas s'il y a des équivalents pour les CM, mais la plateforme Malte ou autre, est-ce que Malte, Malte, c'est vrai. Ils font tout. Hein. Comment vous l'inscrivez dans une stratégie, ça? C'est quoi? C'est constitution de portfolio? C'est une vraie stratégie d'acquisition? C'est quoi? Moi, peut-être je vais être à contre-courant, mais nous, du coup, on le recommande pas. On dit de pas y aller, et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà parce que
Le premier truc que voit le client, c'est le taux journalier. Déjà, Malte, attends, pardon, excuse-moi, on l'a pas dit, mais Malte, c'est le Airbnb, en gros, des freelances. Il y a peut-être des gens qui savent pas. Voilà. Voilà, c'est une plateforme de mise en relation entre clients et freelance. Donc en fait, tu t'inscris sur Malte. Du coup, la personne qui te recherche, le premier truc qu'elle voit déjà, c'est le tarif avant même de s'intéresser à quoi d'autre. Comme ça, tu es mis en compétition là-dessus. Ensuite, peut-être que Malte, il y a peut-être 5-6 ans, c'était plus facile parce qu'il y a peut-être moins de gens. Mais aujourd'hui, tu as un vrai enjeu de référencement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu t'inscris sur Malte, tu es en page 50. Donc, la seule manière de passer dans les premières pages, c'est d'avoir des missions. Mais du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et du coup, moi, on m'a partagé des stratégies qui sont enseignées dans des formations où les membres de la formation s'achètent des missions entre eux pour se laisser des notes et des recommandations. Et ça permet de monter en référencement. Mais du coup, c'est carrément tout un taf de faire ça. Et puis après, tu choisis pas aussi tes clients. Tu choisis pas tes clients parce que tu prends le truc qui vient. Donc en fait, moi je me dis, t'as Malte où tu t'inscris sur une plateforme, tu maîtrises pas le flux arrivé et en gros t'attends qu'on te contacte. Ou alors tu prends ton téléphone, tu prospectes. Moi je dis, franchement les gars, perdez pas de temps parce que déjà je vous connais, problème mindset et tout, vous allez pas passer à l'action. Donc moi je vous dis Malte, vous oubliez et c'est prospection et création de contenu. Et voilà, mais c'est un peu radical, mais en tout cas nous c'est notre vision par rapport à ça. Moi, je suis content parce que vous allez peut-être ouvrir un clash, donc j'attends avec impatience la réaction de Nico. Alors, nous, on l'utilise en se disant qu'on ne trouvera jamais de clients là-dessus. En gros, on leur dit, vous savez quoi, le but, c'est de truster votre prénom et votre nom, parce que le jour où vous allez prospecter, quelqu'un va faire une recherche, va taper votre prénom, votre nom. Qu'est-ce qui va remonter? Il faut que d'ici là, il y ait votre site, votre fiche établissement Google, il faut qu'il y ait votre profil LinkedIn et votre profil Malte. On les travaille, ça fait partie de nous. Ça, j'aime bien. C'est trop intéressant. Et c'est juste ça. Moi, je le vois comme un filet de sécurité, parce que en fait, le jour où tu démarches et que t'es pas connu, qu'est-ce qu'ont faire les gens? Ils te recherchent. Tu fais quoi? Tu fais en sorte d'être bien là-haut. Surtout si t'as des homonymes, tu prends un petit peu plus de place du coup. Et comme ça, c'est juste ça. Alors après, ça dévoile le TJM. Effectivement, moi, c'est pas le facteur le plus important dans l'équation, je trouve. Mais c'est vraiment, je suis d'accord avec toi. Il y avait du business à faire sur Malte. Une vitrine, c'est même pourquoi pas, ça te donne plus de valeur perçue, tu vois. Ça, pourquoi pas? En vrai, dans cette stratégie-là, ça me plaît, ouais. D'autant plus dans un contexte de reconversion. En fait, si t'étais pas freelance avant, là, t'as ta fiche Malte et tu montres à tout le monde, ouais, je suis freelance, regardez. Donc, moi, je trouve que ça aide à crédibiliser l'approche. Ouais. Mais autant il y avait des missions et autant ça pouvait se faire il y a quelques années, autant maintenant, tu les trouves. Enfin, il faut se jeter sur les demandes entrantes, elles sont pourries, il y a des arnaques, scams plutôt bizarres, on me remonte. Ouais. Voilà. Mais tu fais baisser les attentes quand même. Tu dis, voilà, tu t'inscris, ça te fait ta vitrine, tes référencés et tout. C'est pas ça ta stratégie d'acquisition. Stratégie de crédibilité, rien de plus. Oh, cool. Tu vas peut-être d'intégrer un nouveau truc dans ma formation. Ouais. Squatter le citation flow et squatter la page de résultats Google, c'est une bonne stratégie. Vaut mieux ça que un TripAdvisor ou comment on appelle ça, le truc des avis là, Trustpilot. Trustpilot. Ouais, c'est pas. Trustpilot, dans tous les cas, les gens qui commandent sont souvent pas contents. C'est rare que si les gens d'eux-mêmes aillent à ça dépend. Il faut leur demander au bon moment, tu sais. Voilà. Ouais, toujours pareil, exactement. Moi, ce que je remarque souvent, c'est quand un freelance commence à douter, souvent, il perd un peu son positionnement, il le noie, il le dilue, il commence à ajouter certaines prestations, un peu la théorie de l'herbe est plus verte ailleurs. Est-ce que vous le reconnaissez et est-ce que pour vous, c'est un danger? De ouf. Yacine? Ouais. Moi, j'ai ça sur la niche. Parce que tu sais, nous, dans notre méthode, on apprend à nos freelances de choisir une niche au départ. Et en fait, nous, on sait qu'il n'y a pas une niche qui est forcément plus facile qu'une autre. Tout est dur, va falloir sortir de sa zone de confort, etc. Tu sais, il y a un peu le fantasme que il y a la niche parfaite où c'est plus facile de trouver des clients, etc. Le bouton caché. Des fois, on a une page où les clients partagent leur succès. Et tu vois, il y en a, il dit, ouais, j'ai trouvé un client et tout. Et je vois d'autres élèves première question, c'est dans quelle niche? Et moi, à chaque fois, je pète un câble. Je leur dis, mais les gars, il a trouvé un client parce qu'il s'est bougé les fesses. C'est pas parce que sa niche, elle est plus facile. Et du coup, il y en a, ils vont toujours, au bout de 2 mois, ils vont dire, ouais, je vais changer de niche parce que j'ai pas réussi dans cette niche-là, ou ouais, comme tu dis, je vais faire plutôt tel produit, tel truc. Et je leur dis, en fait, tu as le droit de changer, de pivoter, de tester des nouveaux trucs, mais si tu as récolté suffisamment d'informations pour prendre la décision de changer. Parce que sinon, les mêmes difficultés que tu as eues, tu vas les retrouver exactement dans l'autre niche ou dans l'autre service. Donc, du coup, je leur dis, c'est quoi les faits qui me disent que là, ce que tu as testé ne marche pas. Et là, souvent, ça bégaye, en fait. Ça bégaye. Je leur dis, ok, t'as fait combien d'appels découvertes? Combien de personnes t'ont dit non? Tu vois? Ah non, mais j'ai envoyé 3 mails, personne m'a répondu. Ça va arriver pareil dans l'autre niche, tu vois? Exactement. Donc, c'est ok de changer. Faut être con de pas changer un truc qui marche pas.
Mais par contre, il faut tester l'hypothèse jusqu'au bout. Et après, si tu vois que tu as des infos qui te montrent que ça marche pas, bah ok, tu changes. Mais syndrome de l'objet brillant, c'est un fléau, ouais. Nico? Carrément. Ah bah, c'est exactement ça. Et puis on y revient, c'est se tromper dans la question. La question, c'est plutôt, je veux apporter ce niveau de service parce que c'est mes compétences et tout ça, qui en a besoin. Et du coup, la vraie recherche, c'est ce qui. C'est donc, il faut effectivement aller discuter, aller capter des signaux. Et toutes les personnes qui veulent changer ou ajouter des choses comme ça, c'est pas des personnes qui sont connectées au marché en fait. Parce que si elles étaient connectées au marché, c'est pas ça qu'elles diraient. Nous, on la voit un petit peu plus et on l'a rationalisé beaucoup plus, et grâce à l'expérience notamment. Mais eux, ils sont encore dans des hypothèses. Ils croient que le marché pense ça, ou ils vont se faire biaiser parce qu'ils ont vu un truc sur LinkedIn. Ils ont vu un truc de quelqu'un qui leur a voilà, une nouvelle Mais opportunité. carrément. Nous, on a le nombre de personnes qui se disent ah, je vais faire des sites éco-conçus. D'accord? Pourquoi est-ce que l'éco-conception te parle? Bah parce que j'ai mes habitudes, je trie mes déchets, tout ça. Ok, c'est un peu léger. Et du coup, c'est quelles entreprises qui misent beaucoup sur l'éco-conception? Oh non, mais toutes les entreprises devraient en faire. Non, attends, il y a quelqu'un qui a un tout petit business qui veut le démarrer, il en est pas en train d'optimiser l'empreinte carbone de son site internet. Il a d'autres choses à faire dans un premier temps. Donc c'est une forme d'immaturité business, pour moi, tout simplement. C'est parce que quand on est immergé dans le business, on n'a que des problèmes. Il faut les résoudre avec des solutions, et on doit donc prioriser quels problèmes valent notre temps et lesquels sont pas intéressantes. Et ce serait à vouloir essayer de résoudre plein de problèmes, mais sans savoir précisément qui les a, quoi. On oublie aussi un truc, c'est la force des intérêts composés appliqués au business. Là, bon, déjà sur le savoir-faire, moi quand je faisais des sites dans le monde du vin, j'étais spécialisé là-dedans. Après, j'ai fait des sites qui étaient spécialisés dans les métiers qui étaient encadrés par la loi. Avocat, j'en parlais tout à l'heure un petit peu, chirurgien esthétique, parce qu'ils peuvent pas faire de la publicité, donc du coup il y avait des contraintes particulières. Ensuite, j'ai fait fonds d'investissement et assurance, ce qui fait que je me suis retrouvé à la Défense à bosser pour Allianz. Mais ça a été ça mon parcours freelance. Mais à chaque fois, ça a été giga niché. Et en tout, sur une dizaine d'années, j'ai dû faire, j'ai fait plusieurs centaines de sites. Mais ça a toujours été par micro pivot. Mais à chaque fois, j'ai capitalisé. Au final, sur peut-être 8 ou 900 sites, en fait, j'ai 4 grandes thématiques de clientèle. Donc, à chaque fois, je pouvais revendiquer, dire mais non, mais je connais le truc. Et du coup, j'avais le jargon métier. J'avais tous mes témoignages poussés dans la même direction. Imaginez une mêlée au rugby. Si on se tient, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, si tu as les deux piliers qui poussent pas dans le même sens, ta mêlée, elle va jamais avancer. Et donc, en fait, ben là, c'est toute ma mêlée, tous mes témoignages poussés dans le même sens. Donc, je capitalisais là-dessus. Et puis surtout, j'avais le flair de détecter les clients relous. Ceux où ça allait être une campagne de Russie où j'allais partir sans savoir quand j'allais revenir. Ceux qui allaient pas me payer. Ceux où on démarrait le projet, on le finissait jamais parce qu'on attendait d'avoir les pièces, etc. Donc, ça te permet aussi, tu commences à les flairer après les petits roublards et ceux avec qui t'as pas envie de bosser. Donc, l'intérêt composé, c'est vraiment un truc, se spécifier, pour moi, c'est la clé du succès. Et puis d'autant plus que nous, avec des clients, des personnes qui sont en reconversion, au début, elles ont tellement peur de faire, de travailler pour des entreprises qu'elles veulent travailler avec des gens qui leur ressemblent. Et donc, peut-être des personnes qui sont en micro-entreprise ou des choses comme ça. Donc, ça m'évoque ça parce que quand tu me dis, t'as choisi tes niches, tiens, c'est bizarre, t'as pas fait la niche des artisans, toi. Comme si t'avais flairé qu'il y avait un problème avec le fait qu'ils allaient être préoccupés par ce que t'allais résoudre, qu'ils allaient être assidus dans l'envoi du contenu. C'est bizarre, tiens. Ah ouais, mais ça, c'est une fois qu'on a capté les signaux du marché, qu'on a vu que les comportements étaient généralisés, et des fois, on prend de meilleures décisions et on se dit, bah non, tu m'étonnes, là, les avocats, s'ils ont un enjeu réel sur le fait de quand même réussir à montrer ce qu'ils font sans rentrer dans la cadre de la publicité et tout ça, ils jouent le jeu. S'ils ont quelque chose à gagner, bah, il faut les capter les signaux, il faut comprendre les besoins, vérifier qu'ils se répètent avec plein d'autres acteurs, et après, let's go. Mais si on capte pas les signaux, tout ce qu'on fait, c'est des hypothèses qu'on teste jamais, en fait. Il y a Théo Lyon qui dit, quand ton prospect il pète, tu dois reconnaître l'odeur. En fait, je trouve ça trop bien. C'est vraiment comprendre les spécificités du marché, comprendre les spécificités du prospect. Et Théo d'ailleurs qui fait du super contenu où il parle du métier d'agence, métier de freelance et tout, j'adore. Et il met notamment ce genre de punchline qui nous permettent de le citer derrière. Donc hommage à lui si jamais il regarde il a déjà écouté certains des épisodes, on en a déjà parlé. Donc top. Et du coup, mon ultime question, c'est est-ce qu'au final le freelancing c'est pas la nouvelle forme de salariat? C'est un peu toujours la question qu'on se pose quand c'est comme ça. Sur un modèle de société peut-être un petit peu plus libéral que ce qu'elle n'est aujourd'hui. C'est quoi votre avis par rapport à ça? Moi, je suis assez convaincu que ça ne correspond pas à tout le monde, même si je pense que c'est la plus belle partie du business. En tout cas, c'est la partie pour les différents business que j'ai eus.
Et j'ai eu des business qui ont super bien marché, où je pourrais raconter des gloires, etc. Mais je suis très nostalgique de cette période freelance parce que c'était vraiment mon ikigai. J'étais vraiment pile poil dedans. Et j'y reviens un petit peu là, de mes dernières années d'entrepreneuriat. Je reviens en soloprenariat plutôt. Donc moi, je suis très nostalgique de ça, mais je reste persuadé que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Donc vous, est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle forme du salariat et que l'URSSAF va devoir s'y faire et qu'il y aura de plus en plus de freelance et tant pis pour eux? Yacine, t'en penses quoi? En fait, de toute façon, on est en France, dans du travail et tout, donc ça, il y a des trucs qui vont pas trop changer. Mais par contre, ce que je remarque, c'est que les meilleurs, ils sortent du salariat, en fait. Genre vraiment les plus compétents dans n'importe quel domaine, que ce soit ingénieur, marketeur, je sais pas, même dans la mode, dans n'importe quelle industrie, tu vois, les personnes qui ont vraiment une compétence qui est demandée, etc., en fait, ils ont compris que en allant sur le marché du freelance, ils allaient gagner 5 fois, 10 fois plus, en fait. Donc, et les entreprises sont prêtes à payer, parce qu'en fait, elles sont prêtes à payer un mec pour son expertise, que ce soit sur une mission courte ou pas forcément à temps plein. Et donc, il y a un alignement, en fait, des intérêts. Donc, après, bah, je pense que ça, voilà, ça dépend de chacun. Si tu veux la sécurité, pas forcément devenir le meilleur de ton domaine, voilà. Et peut-être qu'à une période de ta vie, ça te va, et à une autre période, non, tu vois. Par contre, pour les gens qui veulent poncer une expertise, devenir le meilleur dans leur domaine, etc., bah, il y a un marché pour ça, il y a des clients qui les attendent, et ils vont pouvoir s'épanouir de ouf. Et ça, je trouve ça cool parce que je pense qu'il y a 10 ans, c'était peut-être plus exceptionnel qu'aujourd'hui, ou depuis le Covid, où ça devient normal, en fait. Clairement. Toi, Nico? Moi, je pense qu'en fait, il y a peu de clients, enfin, il faut des clients ultra gros qui ont besoin de remplir le temps plein de quelqu'un qui est passionné par une compétence donnée. Quelqu'un qui veut faire du community management à temps plein, eh ben, il n'y a pas toutes les boîtes qui peuvent se permettre ça, et on a un tissu économique qui est plutôt basé avec des TPE, PME, et du coup, et moi je le vois même, ne serait-ce qu'en interne, hein, il y a Romain qui bosse avec nous, lui son kiff c'est le montage vidéo. Mais moi je produis pas assez pour l'occuper à temps plein sur du montage vidéo, tout simplement. Un monteur vidéo, s'il veut faire que du montage vidéo, il faut qu'il ait plusieurs clients, plusieurs sources qui fassent de la captation à eux tous en décalé. Et donc en fait, moi c'est comme ça que je vois cette liberté de finalement se dire, j'ai une compétence, je vais travailler une expertise, et en plus il y a ce côté un petit peu passion, si on aligne tout, c'est nickel. Mais par contre, si je veux pouvoir faire ça tout le temps, et pas être à temps plein en faisant moitié de ci, un petit peu de ça, et puis il faut aussi faire ci et tout ça. En fait, ouais, il faut être freelance et avoir plusieurs clients. Il y en a qui se disent, ouais, quand je serai freelance, j'aurai plus de patron. C'est pas vrai. On a plusieurs patrons, potentiellement. Et c'est cette flexibilité de se dire, avec beaucoup moins d'attaches, parce qu'il y a pas le contrat de travail, mais que, finalement, on peut faire ce qu'on préfère, mais pour plusieurs entreprises. Et ouais, c'est carrément intéressant, quoi. Moi, j'y crois. Ouais, moi aussi, hein, de ouf. Le côté, tu vends une expertise à plusieurs clients et tu restes dans ton cœur de truc. Parce que ouais, tu vois, typiquement, un community manager, ça n'existe pas. Un salarié, il va faire un peu de community management, puis il va faire de la com interne, et puis il va faire webmaster aussi, puis il va faire... Et donc, au final, l'entreprise, elle a pas le meilleur de tout. Elle a un mec qui est bon, mais qui est moyen. Et au final, lui, il évolue pas forcément, etc. Alors que il a pas de vision marché parce qu'il est monocompte, donc il a pas de vision marché. Voilà. Que ce qui est, ouais. Et donc, en fait, c'est dans l'intérêt de l'entreprise d'avoir des experts dans chaque verticale. Et en freelance, tu ponces ton expertise, tu te fais encore mieux payer, quoi. C'est clair. Et donc, j'aime bien ta vision, Nico. C'est grave cool. De ouf. Moi, je partage aussi à 1000%. Et puis, arrêtez aussi d'avoir un complexe. Les gens qui nous écoutent, si jamais vous l'avez, j'avoue que je l'ai eu aussi à un moment. Le complexe d'être prestataire de service. Moi, j'adore la prestation de service et c'est pas un manque d'ambition d'être prestataire de service. Je trouve ça, c'est un truc de passionné. On peut faire d'énormes trucs en faisant de la prestation de service. Et alors, c'est pas la start-up à la mode. On n'est pas à Station F. C'est rarement Dubaï et les Lambeaux. Mais on peut avoir une vie de dingue. Et moi, vraiment, sincèrement, pour avoir eu et la start-up et l'organisme de formation et avoir fait du freelancing, soloprenariat de manière plus large, c'est vraiment ma période de vie préférée. Donc, il n'y a pas de honte à avoir. Je le dis en fin d'épisode que ça fasse pas trop promotionnel, mais en fait, c'est pour ça aussi que j'ai voulu qu'on fasse cet épisode. Parce qu'en fait, je trouve que c'est trop stylé la prestation de service. C'est moins bling-bling, c'est peut-être un petit peu plus sous-côté, mais non, c'est génial aussi. Messieurs, où est-ce qu'on peut suivre votre travail? Où est-ce qu'on peut éventuellement s'inscrire à des newsletters, à des programmes, tout ça, c'est le moment promo. Yacine? Vu qu'on est sur YouTube et que j'ai lancé ma chaîne il y a 2 mois, allez visiter ma chaîne YouTube. Tu seras tagué dans le titre. Normalement, il y aura juste à cliquer sur le truc. J'ai fait des podcasts aussi, j'ai des invités et je partage des conseils sur
le marketing sur les réseaux sociaux. Donc, allez-y. Trop bien. Merci Yacine. Nico? Et moi, du coup, c'est pas parce qu'il y a écrit WP Chef que ce sera intéressant de cliquer dessus. La chaîne, elle est un petit peu en stand-by. Je suis dans une période de prod en ce moment, donc ça reviendra plus tard. Non, ça va être plutôt que sur LinkedIn. Et puis, depuis l'épisode précédent, il y a un opt-in. Il y a un formulaire de newsletter sur la page d'accueil de wpchef.fr. Nous avons eu quelques abonnés depuis. Donc, si vous voulez voir la newsletter mensuelle avec l'analyse du marché, les évolutions, nos nouveautés, tout ça, c'est là-bas aussi. Super. Et c'est une newsletter que je commente à chaque fois. Dès que je la reçois, je réponds à Nico. Donc, si vous voulez lui répondre, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller contacter évidemment Yacine et Nico pour les remercier de l'épisode. Et éventuellement, si vous êtes dans une phase de reconversion, que les métiers de la communication au sens large vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir mes invités. C'est une super manière de les remercier. Et donc, top la newsletter Nico. Et moi, je réponds à chaque fois comme si c'était le mail d'un collègue, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup, messieurs. On a réussi à faire cet épisode. C'était un bon moment. J'espère que pour vous aussi. Merci encore pour l'invitation. C'était trop cool. Pas de problème. Merci, tu vois, Gérald. on arrive toujours à s'en sortir, à trouver des créneaux, même si on est pas mal occupé. Donc c'est top. Les amis, pensez à liker, pensez à vous abonner et une fois de plus, n'hésitez pas à aller remercier nos invités dans leur DM. Ils sauront vous retrouver. Voilà. Bonne journée les gars. À très bientôt. Ciao. Ciao.